L'horloge de parquet dans la salle à manger de mes parents avait toujours sonné trop fort. Cette nuit-là, elle était le seul bruit, martelant le silence comme un poing sur une porte verrouillée. J'étais assise en bout de table, ce qui était la première erreur, car cette place appartenait à ma mère. Elle était à ma gauche, sa mâchoire mâchant le vide, son rôti en cocotte refroidissant entre nous. Les mains de mon père étaient à plat sur la nappe, pressées si fort, comme on retient quelque chose que l'on a peur de voir s'échapper. Le mascara de ma sœur, Aglaya, avait tracé 2 rivières sombres sous ses yeux, et elle n'avait même pas essayé de les essuyer. Le gland de mon mortier académique frôlait ma joue chaque fois que je tournais la tête. Sur la table, devant moi, un vieux cahier d'écolier à couverture verte, couvert d'équations, et une pile de documents juridiques avec le logo d'un cabinet dont aucun d'eux n'avait jamais entendu parler. 6 semaines plus tôt, j'étais la fille de personne. Du moins, dans le sens qui comptait. J'avais cessé de l'être il y a longtemps, quand la distance entre la maison de mes parents à Nijni Novgorod et mon appartement à Saint-Pétersbourg était devenue plus qu'une simple géographie. C'était devenu un principe. Je m'appelle Yolanta Harwick, et j'ai obtenu mon diplôme universitaire 4 ans avant ce dîner. Personne n'était venu à la remise des diplômes. Le matin où l'accord de licence fut conclu, Saint-Pétersbourg faisait ce qu'il sait faire de mieux, projeter une pluie oblique contre des fenêtres qui ne sèchent jamais tout à fait. J'avais 3 moniteurs allumés, chacun affichant une couche différente de l'algorithme de compression sur lequel j'avais travaillé pendant 4 ans. Mon appartement était le genre d'endroit où l'on vit quand on passe la majeure partie de son temps à l'intérieur de sa propre tête. Un canapé, un mug, un bureau debout et une étagère où les objets allaient pour être oubliés. Là, coincé entre le manuel d'un routeur et une boîte de disques durs de sauvegarde, se trouvait une boîte que je n'avais jamais ouverte. À l'intérieur se trouvait ma toque académique. Mon téléphone vibra. Artem Volkov, vice-président de l'infrastructure chez Global Tech. Je décrochais à la 2e sonnerie. Yolanta, c'est fait. Le service juridique a signé ce matin, 450 millions de roubles par mois, licence exclusive, minimum 3 ans avec option de renouvellement. Tu as créé quelque chose que personne d'autre n'aurait pu bâtir. Félicitations. Merci, dis-je en reposant le téléphone. La pluie continuait de battre les vitres. Plus de 5 milliards par an. C'était plus que la valeur de la maison de mes parents. 60 fois plus. 1,5 milliard d'avance dormait déjà sur mon compte de courtage. Ma mère m'avait dit un jour que je ne serais jamais rien de plus qu'une secrétaire. Le relevé de compte n'était pas d'accord. Mais je n'avais personne à appeler. Enfin, ce n'était pas tout à fait vrai. J'appelais Vlada. Vlada Cates avait été ma colocataire de CTU à une époque où je pouvais à peine lire un paragraphe sans que les lettres ne se mettent à danser sur la page. Elle me lisait mes manuels à voix haute pendant que je codais, sa voix résonnait dans la chambre à minuit, traduisant les mots que mon cerveau brouillait en séquences que mes oreilles pouvaient saisir. En échange, je l'aidais à survivre aux cours de statistique. Elle était aujourd'hui avocate pour startups, incisive et prudente, la chose la plus proche d'une famille qui ne portait pas mon nom. 5 milliards par an, dit-elle, et j'entendis son fauteuil grincer. Yolanta, tu te rends compte de ce que ça signifie? Ton protocole de compression va gérer 23% de tout le trafic Internet du pays. Ça signifie que je suis riche. Dis-le. Tu es riche. Maintenant, dis-le à tes parents. L'appartement redevint silencieux, seul le bruit de la pluie persistait. Je pris mon café. Il était froid. Il était froid depuis 2 heures. Il ne comprendrait pas ce que ça signifie, dis-je, ou alors tu as peur qu'il s'en fiche toujours autant. Vlada avait un talent pour trouver le mur porteur d'une conversation et le nommer avant que l'interlocuteur ne soit prêt à en supporter le poids. Je changeai de sujet. Elle me laissa faire. C'était l'autre don de Vlada, savoir quand pousser, et quand reculer pour laisser le silence faire son œuvre. Je n'avais pas parlé à mes parents depuis 8 mois. Le dernier contact était un SMS de ma mère en janvier, Aglaya est devenue associée chez Deloitte. J'ai pensé que ça t'intéresserait. J'avais fixé l'écran pendant 30 secondes, tapé et effacé 3 réponses, puis rangé mon téléphone dans un tiroir. En septembre, ce tiroir était devenu une métaphore que j'avais trop de flemme de déballer. Pour comprendre ce dîner, il faut comprendre cette remise de diplôme. 4 ans avant l'accord, j'avais fait 4 heures de train de banlieue depuis ma chambre de location jusqu'à l'université d'État où je venais de terminer mon cursus en informatique. Il m'avait fallu 6 ans pour obtenir ce diplôme car j'avais travaillé à plein temps tout au long, je codais pour une entreprise de logistique le jour et je suivais des cours du soir qui finissaient à 22 heures. Je rentrais dans le noir, les yeux brûlants de fatigue, l'esprit encore occupé à traiter les enregistrements audio des cours, car les lire m'aurait pris 3 fois plus de temps. 6 ans pour un diplôme de 4 ans. J'avais 24 ans et j'étais fier de moi d'une manière que je ne pouvais exprimer par des mots ce qui était logique, car les mots avaient toujours été la partie du langage qui travaillait contre moi. J'avais réservé 2 places, rangée 14, à gauche de l'allée, pour que mon père n'ait pas à se faufiler entre les gens avec son genou malade. J'avais dit la date à ma mère 3 fois. J'avais envoyé des SMS avec les détails. J'avais envoyé le plan du parking avec l'entrée accessible surlignée en jaune. La cérémonie commença à Dig 0. À Dig 15, les sièges étaient toujours vides.
À 10h30, une inconnue s'assit sur l'un d'eux avec un sourire désolé. Je lui rendis son sourire. Je restai assise le reste de la cérémonie, les mains jointes sur les genoux, le téléphone éteint. Quand on appela mon nom, je traversai la scène avec ce même visage que je portais depuis mes 8 ans. Un masque aimable, contenu, conçu pour ne rien laisser paraître. Les applaudissements furent polis, impersonnels, le bruit d'inconnus frappant des mains pour quelqu'un qu'ils oublieraient dès le nom suivant. Après, je restai sur le parking sous la chaleur, ma toche trempée de sueur, mon mortier sur la tête, et j'appelai ma mère. Elle décrocha à la 4e sonnerie. J'entendais le cliquetis des couverts, des voix. Aglaya riait de quelque chose qui semblait appartenir à un monde tournant sur une horloge totalement différente. On est au déjeuner de fête pour l'anniversaire de promotion d'Aglaya, dit ma mère. Tu comprends bien. Maman, j'ai eu mon diplôme aujourd'hui. Une pause. Le bruit des fourchettes diminua, comme si elle changeait de pièce. Quand elle reprit la parole, sa voix avait cette intonation prudente qu'elle utilisait pour expliquer une évidence. Ma chérie, c'est juste un diplôme d'une université de province. Aglaya a fait MJMO. N'en faisons pas une affaire plus importante qu'elle ne l'est vraiment. Je restai dans la voiture pendant 45 minutes après cet appel. La cour de l'université se vidait. Des familles avec des fleurs passaient, riant et se prenant en photo devant la fontaine. Une fille en robe blanche courut vers son père, et il la souleva dans ses bras. Le mortier retourna dans sa boîte. La boîte retourna sur l'étagère en rentrant chez moi. Elle n'en bougea pas pendant 4 ans, jusqu'à cette nuit dans un hôtel de Nijni Novgorod où le carton craqua comme quelque chose qui se réveille. L'appel qui changea le cours des événements arriva un jeudi de septembre. Un journaliste technologique d'une revue spécialisée avait écrit un article sur le nouveau contrat de Global Tech. L'accord lui-même était une nouvelle, mais ce qui était inhabituel, c'était que le donneur de licence était un individu privé, pas une entreprise ou un laboratoire. Le journaliste avait trouvé mon nom et une photo d'une conférence d'il y a 2 ans où je me tenais derrière un pupitre, les mains dans les poches. L'article mentionnait la valeur du contrat. La nouvelle devint virale dans les cercles tech, passa sur les réseaux sociaux, et le mercredi soir, ma mère l'avait vu. Le téléphone sonna à 18h47, un numéro de Nijni Novgorod que je n'avais pas vu depuis 8 mois. Yolanta. La voix de ma mère était chaleureuse. Pas sa température habituelle, qui oscillait entre tiède et glaciale. C'était la voix qu'elle utilisait quand j'avais 12 ans et qu'elle voulait que je descende saluer ses amis. Une voix de miel, une voix de représentation. Nous devons parler. Réunion de famille demain à la maison. Tu peux venir, maman, j'habite à Saint-Pétersbourg. Alors vendredi. C'est important, Yolanta. La famille. Elle prononça le mot « famille » comme s'il s'agissait d'une clé universelle. Dans mon expérience, les serrures qu'elle ouvrait menaient généralement à des pièces où l'on attendait de moi que je paie la facture. Je vais y réfléchir, dis-je. Ne réfléchis pas trop longtemps. Aglaya sera là. On va tous se retrouver. Comme au bon vieux temps. Le bon vieux temps. Quand cela signifiait que je cuisinais en cuisine pendant qu'Aglaya ouvrait des cadeaux au salon. Quand, à Noël, mes cadeaux étaient pratiques, et les siens inspirants. Quand le mur de photos dans le couloir se couvrait des exploits d'Aglaya tandis que ma section restait vide, une bande de peinture beige qui se fondait si parfaitement dans le reste de la maison que personne n'aurait deviné qu'il manquait quelque chose. Je réservai un billet la nuit même, mais pas avant d'avoir appelé Vlada. C'est quand la dernière fois que ta mère t'a appelé juste comme ça, sans rien te demander ? Demanda-t-elle. Je parcourus mon historique d'appels, mois après mois, à travers le vide. La réponse était « jamais ». Chaque appel de la dernière décennie contenait un hameçon. Venir pour l'anniversaire d'Aglaya, apporter un plat pour Pâques, pourrais-je envoyer de l'argent pour réparer la chaudière parce que le mari d'Aglaya était au chômage ? Jamais juste une discussion. Jamais un appel un mardi soir commençant par « Comment vas-tu ?» et le pensant vraiment. Elle a vu l'article, dis-je. Évidemment. Je veux y aller. Vlada resta silencieuse 3 secondes. Alors vas-y. Mais vas-y en tant que personne qui a créé cet algorithme, pas comme la gamine qui attendait sur le parking. Après avoir raccroché, je pris la boîte sur l'étagère. Le ruban adhésif était vieux et craqua sous mes doigts. À l'intérieur, le mortier bleu marine était un peu poussiéreux. Le gland était toujours impeccable. Je le posai sur la table de la cuisine et le regardai longtemps. C'est ainsi que l'on regarde quelque chose qu'on a porté en soi longtemps sans jamais le tenir, un objet qui ne pèse rien, mais qui a pesé sur ma poitrine pendant 4 ans. Le lendemain matin, j'étais dans le bureau de Vlada. Elle était déjà en mode avocate. Devant elle, un bloc-notes couvert de questions et un stylo qu'elle tapotait contre ses dents. Parlons de ta sécurité. Qui connaît ta situation financière ? Toi, moi, mon comptable et Volkov de chez Global Tech. Maintenant, apparemment, tout Internet. Tes parents n'ont aucun droit légal sur tes revenus. Tu n'es pas marié, pas de dépendant. Tes actifs sont à ton seul nom. Mais je veux être prudente. Elle sortit un formulaire de son tiroir. Un accord de confidentialité standard. NDA. S'ils veulent s'impliquer dans ta vie financière de quelque manière que ce soit, ils signent ça d'abord.
Ça te protège contre les promesses orales ou ceux qui prétendraient plus tard qu'une conversation de dîner constituait un contrat. Elle fit glisser le document. Je le mis dans mon sac sans le lire. À l'époque, cela semblait excessif, comme emporter un parapluie dans le désert. Et encore une chose, dit Vlada, sa voix passant dans le registre qu'elle réservait aux nouvelles les plus dures. Le cabinet de conseil de ta sœur, Harwick Stratégique. J'ai épluché les comptes ce matin. Aucun revenu depuis 9 mois. 2 employés ont démissionné, et dans les registres de votre fonds fiduciaire familial, il y a une ligne de 25 millions de roubles transférés ces 2 dernières années. Elle tourna son ordinateur vers moi. Tes parents ont financé le business d'Aglaya. 25 millions. Tirés de l'héritage de ton grand-père. La mauvaise passe, d'Aglaya avait coûté plus cher que toute mon éducation, y compris mes 2 années supplémentaires de cours du soir, mes prêts étudiants que j'avais remboursés en codant à 4 heures du matin, et chaque repas sauté parce que les manuels coûtaient plus cher que les courses. Je rangeais ce chiffre dans un coin de mon esprit, comme je stocke toute donnée silencieusement, proprement, pour l'extraire le moment venu. En faisant mes bagages pour Nijni, je trouvais le fameux cahier vert dans une boîte de vieillerie que je transportais d'appartement en appartement, la couverture était devenue souple avec le temps. La reliure en spirale était tordue. À l'intérieur, des équations, des diagrammes dessinés au crayon. Et sur la première page, d'une écriture qui n'était pas la mienne, une inscription. L'écriture menue et rapide de mon père. Pour Yolanta, qui voit les choses différemment. Il m'avait offert ce cahier quand j'avais 12 ans. À cette époque, mes parents avaient déjà décidé que j'étais la lente. L'épreuve était accablante selon leurs critères. Je ne pouvais pas lire à voix haute sans buter sur les mots, je ne savais pas orthographier correctement, je n'arrivais pas à suivre Aglaya qui lisait des romans à 6 ans. Personne n'avait prononcé le mot « dyslexie » jusqu'à ce qu'un tuteur à l'université suggère un test quand j'avais 20 ans. À ce moment-là, ma mère avait déjà écrit l'histoire officielle de la famille. Aglaya était l'intelligente, Yolanta était l'autre. L'histoire était simple, efficace et totalement fausse. Mais la corriger aurait nécessité une attention que mes parents réservaient exclusivement à leur premier-né. Pourtant, mon père, le samedi matin, m'emmenait dans un restaurant de Pelmeny à la périphérie de la ville et installait son vieil ordinateur portable sur une table près de la fenêtre. Il m'apprit le basique, puis Python, puis les structures de données. Il n'expliqua jamais pourquoi. Il ne présenta jamais cela comme une thérapie. Il venait juste chaque samedi avec l'ordinateur et 2 portions de Pelmeny, faisant preuve d'une patience qu'il ne montrait jamais le reste du temps. Le cahier servait à noter les idées que je ne pouvais pas dire. Celles qui allaient trop vite pour ma bouche. Chaque ligne de mon algorithme de compression a commencé dans ce cahier. Yolanta? Vlada était en FaceTime quand je lui montrais le cahier. C'est quoi? Je lui expliquais. Est-ce qu'il y a une seule photo de toi dans cette maison? Demanda-t-elle. Je reposais le cahier avec précaution. Comme on pose un objet qui pourrait se briser au moindre choc. Non. L'expression de Vlada changea une seconde, une tension autour de ses yeux qui apparaissait chaque fois que nous toussions au sujet de sa propre famille. Ses parents ne lui parlaient plus depuis 6 ans, depuis qu'elle avait choisi le droit plutôt que le restaurant familial. Sa mère faisait toujours sa sauce tomate le dimanche. Vlada sentait encore parfois les tomates dans son sommeil. Au moins, tu y vas, dit-elle. Nijni Novgorod en octobre sentait comme d'habitude. Les feuilles mortes, l'asphalte humide, une légère odeur de fumée. L'air était si épais qu'on aurait pu le mâcher. Je louais une voiture et passais devant la maison de mes parents sans m'arrêter. À travers la fenêtre, visible depuis la rue, on devinait le mur de photos. Je pourrais le dessiner de mémoire. Le diplôme MJMO d'Aglaya au centre, au niveau des yeux. Son portrait de mariage plus bas, le mari en costume cher et un sourire si blanc qu'il semblait rétro-éclairé. Sa médaille de marathon sous cadre. Une photo de Noël où tout le monde portait le même pull, moi y compris, bien que je sois au bord du cadre, à moitié coupé par la bordure. Mon visage était partiellement masqué par le chambranle d'une porte que le photographe n'avait pas pris la peine d'éviter. Rien d'autre à moi. Aucun bulletin, aucune photo de remise de diplôme. Le mur racontait l'histoire que ma mère avait choisie, et je n'en étais pas un personnage. J'allais dans le quartier où se trouvait autrefois le restaurant de Pelmeny. C'était maintenant un salon de manucure, la façade avait été refaite. La fenêtre où nous nous asseyions avec mon père avait été remplacée par une enseigne au néon. Notre table était dans le coin sous une horloge qui avançait toujours de 7 minutes. Mon père arrivait toujours le premier, installait l'ordinateur, et mes Pelmeny m'attendaient déjà. Il n'apportait jamais de travail. Il ne regardait jamais son téléphone. 3 heures chaque samedi, j'avais son attention totale, une ressource si rare dans cette maison que je répertoriais chaque cas comme un scientifique documentant une espèce en voie de disparition. Dans un café en face, il y avait des tables en terrasse et un bon Wi-Fi. Je m'assis sous un auvent et ouvris mon ordinateur pour éplucher les comptes de Harwick Stratégique. Les chiffres confirmaient ce que Vlada avait trouvé. 12 transferts du fonds familial au nom de mon grand-père, Edwin Harwick, un homme qui avait dirigé une imprimerie pendant 40 ans et placé les revenus dans un trust destiné à l'éducation et l'avancement des descendants Harwick. Mon éducation, mon avancement n'avait jamais reçu un copec de ce fonds.
Pas quand je travaillais de nuit pour payer mon semestre. Pas quand je mangeais des nouilles instantanées 3 fois par jour. Quand j'avais demandé une fois à ma mère s'il y avait de l'argent familial pour mes études, elle avait répondu, c'est le fonds d'Aglaïa, Yolanta. C'est Aglaïa qui a un avenir académique. 6 ans de cours du soir, de surmenage et de code à 4 heures du matin et le fonds créé par mon grand-père pour aider les gens comme moi était siphonné pour maintenir à flot le business moribond d'Aglaïa qui ne produisait aucun revenu. L'ironie était structurelle. L'argent destiné à l'éducation finançait une entreprise qui coulait parce que sa fondatrice avait été, éduquée, par un système valorisant les diplômes plutôt que les capacités. Aglaïa avait MJAIMO. J'avais l'algorithme. Le trust avait investi sur le mauvais actif. Le café que j'avais commandé resta intact jusqu'à ce qu'il refroidisse. Je fixais les chiffres et comptais automatiquement, de manière compulsive. 25 millions de roubles, divisé par les 45 000 roubles que je gagnais par mois à l'époque. C'était 555 mois de mon salaire. Presque 7 ans de mon labeur, dépensés pour la période difficile d'Aglaïa. Je fermais l'ordinateur et regardais les voitures passer tandis que le salon de manucure brillait en rose là où les pelmenies brillaient autrefois en jaune. Le soir, dans ma chambre d'hôtel, le téléphone sonna. Écran, papa. Sa voix était basse, ainsi parlait-il quand il appelait depuis le garage pour que Tamara ne l'entende pas par-dessus le bruit d'un projet quelconque sur lequel il prétendait travailler. Yolanta, j'ai vu l'article. Je voulais t'appeler moi-même avant demain. D'accord. J'ai toujours su que tu étais intelligente, Yolanta. J'ai toujours su. Ma poitrine se serra. Une tension qui pouvait être soit de la colère, soit de la gratitude. Et le fait que je ne puisse pas les séparer était une donnée en soi, une donnée qui brise les modèles propres. C'était ce que j'avais attendu. Exactement cette phrase, de cet homme précis. 9 mots. Et chacun atteignit sa cible. Pour demain. Continua-t-il, et la chaleur de sa voix changea légèrement, prenant une note plus pragmatique. Ta mère a des idées sur la façon dont tu pourrais aider le business d'Aglaïa. Elle est très inquiète. Je pense que si tu écoutes le plan, ça pourrait rapprocher la famille. Ce serait bien pour tout le monde. La pression dans ma poitrine se relâcha, mais pas vers le soulagement. Il n'appelait pas pour me reconnaître. Il préparait le terrain pour que l'avion de Tamara puisse atterrir sans turbulence. La chaleur de sa voix était sincère, ce qui rendait la chose encore pire, car la chaleur sincère mise au service des manipulations d'autrui est une forme de trahison qui n'a pas de nom précis. J'y serai, dis-je avant de raccrocher. Je m'assis sur le bord du lit et regardai mon sac où se trouvait le NDA. La raison pour laquelle Vlada y avait insisté n'était plus abstraite. Elle venait de résonner avec la voix de mon père. J'écrivis à Vlada, mon père a appelé. Il fait l'éclaireur pour Tamara. La réunion sera pour la firme d'Aglaïa, répondit-elle en 12 secondes. Évidemment. Tu y vas toujours? Oui. Alors souviens-toi, tu ne leur dois pas une performance. Tu te dois la vérité. Tout le reste est optionnel. Je posai le téléphone et fixai le plafond. L'hôtel était beige, un espace agressivement neutre, conçu pour n'appartenir à personne. J'avais passé la majeure partie de ma vie dans de tels endroits. Des chambres par définition temporaires, des appartements que je n'avais jamais décorés car la décoration impliquait la permanence, et la permanence impliquait de croire que je méritais de rester quelque part. Dans mon appartement de Saint-Pétersbourg, il y avait un bureau, un mug et une étagère d'objets ignorés. Cette chambre avait la même énergie, les draps étaient juste de meilleure qualité. Le cahier vert était sur la table. Je l'ouvris à une page au hasard et trouvai un schéma dessiné à 14 ans. Un algorithme de tri élémentaire. Les flèches étaient tordues, les rectangles de travers, et dans la marge, j'avais écrit en majuscule, Fes plus weit. Une gamine de 14 ans, assise dans un resto de Pelmeni, essayait de faire quelque chose plus vite. L'algorithme de compression pour lequel on payait aujourd'hui des milliards avait commencé avec cette impulsion. Fais plus vite, fais plus petit, garde seulement l'essentiel, jette le reste. Toute ma méthodologie est née du besoin d'un enfant de 12 ans d'étouffer le bruit pour que le signal puisse passer. La dyslexie m'avait appris cela. La patience de mon père m'avait donné les outils. Le mépris de ma mère m'avait donné le carburant. Le lendemain matin, le téléphone sonna à 7 heures. Aglaïa. Maman m'a parlé de ton contrat. Sa voix était tendue. La tension spécifique de quelqu'un à qui on a appris à être vulnérable. Je suis contente pour toi, Yolanta. Vraiment. Mais je dois te demander quelque chose. J'attendis. Le climatiseur vrombissait de son ronronnement neutre. Le bruit d'une machine qui se moque de ce qui se passe dans la pièce. Ma firme est dans une situation difficile. Les parents ont aidé, mais ils sont au bout du rouleau, 25 millions investis, et aucune issue. Elle marqua une pause, j'entendais sa respiration, rapide et superficielle. La signature respiratoire d'un aveu répété. Si tu pouvais investir pas donné, mais investir ça changerait tout. Tu pourrais être associé. 40% des parts. 40% de quoi? Tes bilans montrent une absence de revenus depuis 9 mois. Silence. Donc tu as vu les bilans. Ils sont publics, Aglaïa. Nouveau silence. Plus long.
Et quand elle reprit la parole, la vulnérabilité avait disparu. Quelque chose d'autre transparaissait. Tu as une dette envers cette famille, Yolanta. On t'a soutenu. On t'a laissé vivre dans le sous-sol pendant que tu faisais tes petites bricoles informatiques. C'est 2 ans de loyer que tu n'as jamais payé. Petites bricoles informatiques. La phrase arriva avec la précision d'une citation. Quelque chose tiré directement du vocabulaire de notre mère et placé dans la bouche d'Aglaya comme un outil emprunté. Aglaya lisait le scénario de Tamara. La question était de savoir si elle s'entendait parler. C'est tout ? Demandai-je. J'ai un business plan prêt. Maman a aidé à le monter. Je peux l'envoyer avant la réunion. Ne te donne pas cette peine, dis-je. Elle raccrocha la première, ce qui confirma que la conversation n'avait pas suivi le plan de Tamara. J'appelai Vlada. Elle décrocha immédiatement. Ça va être un guet-apens, dis-je. Je sais. J'ai trouvé autre chose ce matin. Sa voix était professionnellement calme. Le Facebook de ta mère. Elle a partagé l'article sur ton contrat hier. Légende, tellement fière de ma fille géniale. Les chiens ne font pas des chats. 47 likes. Ta tante Katia a commenté, tu dois être si fière, Tamara. Ta mère a répondu, on a toujours su qu'elle ferait de grandes choses. On a toujours su. De la part de la femme qui qualifiait ma remise de diplôme de perte de temps. De la part de la femme qui n'avait pas composé mon numéro depuis 8 mois. De la part de la femme qui avait injecté 25 millions dans le business foireux d'Aglaya avec l'argent de mon grand-père pendant que je faisais des doubles services. Je restai longtemps silencieuse. Vlada ne raccrocha pas. J'allai dans la salle de bain et m'assis par terre. Le carrelage était froid. 17 carreaux blancs, 3 fêlés, un avec un éclat en forme de virgule. Je les comptais car compter est ce que je fais quand le monde cesse d'avoir du sens. Quand les données d'entrée sont si contradictoires qu'aucun algorithme ne peut les transformer en un modèle cohérent. Mes mains tremblaient, et cela n'avait rien à voir avec la température. C'était une vibration structurelle, comme si le cadre sur lequel j'avais bâti ma confiance vibrait à une fréquence pour laquelle il n'était pas conçu. Le mortier était posé sur le bord du lavabo. Je le pris et le serrai contre ma poitrine. Le carton était tiède, le tissu rugueux. Ma respiration devint rapide, trop rapide pour le volume d'oxygène de la pièce. 2 places vides à la rangée 14. Le bruit des couverts dans le téléphone pendant qu'Aglaya riait dans une pièce où je n'étais pas. N'en faisons pas une affaire plus importante qu'elle ne l'est vraiment. Et 47 likes d'une femme qui, en 28 ans, n'avait jamais posté une seule photo de moi. Le climatiseur se déclencha. L'air froid passa sur mon visage mouillé. Je pressai mes paumes contre les carreaux, sentant les joints entre eux. Je me levai non pas parce que le moment était passé, mais parce que se tenir debout était l'étape suivante. J'avais toujours été meilleur pour exécuter l'étape suivante que pour traiter l'étape actuelle. Vlada était toujours en ligne. Je suis là, dit-elle. Rien d'autre. La meilleure chose que l'on médite depuis des mois, 4 mots d'une femme qui n'était même pas de ma famille. Je vais à la réunion, dis-je. Je le sais. Cette nuit-là, je m'allongeai sur le lit, le cahier vert ouvert à côté de moi. L'écriture de mon père sur la page de garde, pour Yolanta, qui voit les choses différemment. J'entourais les lettres avec mon doigt. Il avait écrit ça vite, sans cérémonie. C'est ainsi qu'il faisait tout ce qui était bon secrètement, dans les marges, là où Tamara ne pouvait pas le voir, le critiquer ou se l'approprier. La vérité que je fuyais n'était pas compliquée. Elle était juste lourde. J'avais créé l'algorithme de compression non pas pour résoudre un problème technique, bien qu'il l'ait résolu avec une précision qui avait forcé les ingénieurs de GlobalTech à revoir leurs certitudes. Je l'avais créé pour prouver que je n'étais pas idiote. Chaque variable était une objection. Chaque fonction était un paragraphe que je ne pouvais pas écrire dans la langue comprise par les autres. Toute ma carrière, ma boîte, mon contrat, tout cela était une réponse à la phrase que ma mère avait dite quand j'avais 8 ans et que je n'arrivais pas à lire le mot « février » devant ses amis. Être qu'Yolanta n'est tout simplement pas faite pour l'école. Mon père ne l'avait pas corrigé. Il m'avait juste donné un cahier, une langue secrète en échange de la langue publique qui me trahissait. Et me voilà, 15 ans plus tard, m'apprêtant à entrer dans leur salle à manger avec des documents juridiques et une toque que je n'avais jamais portée, leur demandant de reconnaître ce que j'avais bâti avec le langage qu'ils m'avaient donné par accident. Même s'ils disaient les bons mots, même si Tamara me regardait dans les yeux en disant « On s'est trompé, tu es génial », cela ne comblerait pas le vide. Car le vide n'a pas la forme de leur approbation. Il a la forme de 10 ans de silence. 10 ans de sièges vides et de messages sans réponse. Aucune phrase ne peut compresser autant d'absence en quelque chose d'assez petit pour être emporté. Je suis une experte en compression. Mais cela dépassait mes forces. J'allais quand même à cette réunion. Pas pour leur approbation, ni par vengeance. J'y allais parce que la vérité était dans mon sac, et qu'elle méritait de se trouver dans la même pièce que les gens qui avaient prétendu qu'elle n'existait pas. Je leur dirais ce que j'avais trouvé. L'argent, le post Facebook, la remise de diplôme, le sous-sol et le trust. Et puis je partirais, pas avec fracas, mais avec un fait. Je m'assis, pris le mortier et le posai sur ma tête. Dans le miroir,
Je ressemblais exactement à ce que j'étais, une femme qui avait obtenu son diplôme il y a 4 ans dans la solitude et qui était maintenant prête à présenter l'épreuve. Le trajet de l'hôtel à la maison de mes parents dura 22 minutes. Le cahier vert était dans le sac sur la banquette arrière. Le NDA dans une pochette sur le siège passager. Le mortier était sur ma tête, et je ne l'enlevais pas quand je sortis de la voiture, montai les marches et sonnai à la porte d'une maison qui n'avait jamais été tout à fait la mienne. Tamara ouvrit la porte. Son regard tomba instantanément sur la toque, et une ombre passa sur son visage. D'abord de la confusion, puis un reflet que je ne pus classer. Puis le sourire. Le sourire de l'hôtesse, celui qu'elle utilisait pour les voisins ou les agents immobiliers. « Qu'est-ce que tu as sur la tête ?» Mon mortier académique de ma remise de diplôme d'il y a 4 ans. Personne n'était là pour le voir, alors j'ai décidé de le porter aujourd'hui. Gleb apparut dans le couloir. En voyant la toque, il s'arrêta. Sa main se posa sur le chambranle de la porte, c'était ainsi qu'il tenait son volant le samedi matin. « Entre », dit Tamara, s'effaçant et essayant de masquer le mur de photos, mais pas assez vite. Je le vis. Le diplôme MJMO d'Aglaïa, les photos, la médaille, le Noël avec mon visage coupé. Le mur était une phrase que ma mère écrivait depuis 30 ans, et il n'y avait pas de place pour moi dedans. La table était dressée pour 4. Le rôti au centre, Tamara le cuisinait toujours quand elle voulait créer une ambiance de chaleur familiale, comme un décorateur choisit ses accessoires avant le lever du rideau. Aglaïa était assise à sa place habituelle, serrant un verre d'eau. Ses ongles étaient rongés jusqu'au sang. Elle semblait épuisée, cette fatigue que le maquillage ne cache pas. Tamara s'assit et commença à parler avant même que mon père n'ait eu le temps d'avancer sa chaise. L'ordre du jour était serré. Voilà, on est tous ensemble, c'est l'essentiel. Elle sortit de sous la table un document dans une belle reliure, proposition de développement stratégique Harwick Group. Elle le fit glisser vers moi des 2 mains, un geste qui était à la fois une offrande et une instruction. La firme d'Aglaïa a besoin de 20 millions d'investissements pour se stabiliser. C'est une affaire de famille, Yolanta. La famille est de la famille. Le dossier de présentation restait entre nous comme un ultimatum élégant. Je n'y touchais pas. J'ouvris ma pochette et posai le NDA à côté. Avant de discuter des investissements familiaux, dis-je, je voudrais que tout le monde signe ceci. Tamara regarda le papier sans le toucher. Ses lunettes de lecture pendaient à une chaîne, et elle ne les mettait pas, comme si cela aurait signifié prendre le document au sérieux. Qu'est-ce que c'est ? Un accord de confidentialité. Standard pour quiconque veut s'impliquer dans ma vie financière. Nous sommes tes parents, Yolanta, pas des partenaires commerciaux. Vous n'avez pas été mes parents ces 10 dernières années. L'horloge combla le silence. Les narines de Tamara se dilatèrent, sa micro-expression habituelle, signe précurseur d'une contre-attaque. Tout ce que tu as, dit-elle d'une voix basse, tu l'as grâce à cette famille. Nous t'avons nourri. Nous t'avons donné un toit. Nous t'avons donné toutes les chances. Vous m'avez laissé dormir au sous-sol pendant 2 ans alors que je bâtissais l'algorithme que la plus grande entreprise tech du pays utilise aujourd'hui. 5 milliards par an et vous appeliez ça mes petites bricoles informatiques. Aglaïa l'a répété au téléphone hier. Donc la phrase est toujours d'usage dans cette maison. Je n'ai jamais dit ça. Son menton se releva. Ses yeux étaient secs et durs. Les yeux d'une femme qui avait édité sa mémoire si soigneusement que le brouillon n'existait plus. Tu l'as dit au réveillon d'il y a 2 ans, quand tante Katia a demandé ce que je faisais. Tu l'as redit quand j'ai ouvert ma boîte. Ma voix était calme, comme lors d'une présentation. Cette phrase appartient à cette maison, maman. L'agneau ne l'efface pas des registres. Aglaïa tressaillit. Gleb baissa les yeux. J'ai les comptes de la firme d'Aglaïa, continuai-je. 25 millions tirés du fonds de mon grand-père en 2 ans. Du fonds destiné à l'éducation et à l'avancement. J'ai payé moi-même mes 6 ans d'études. Mon avancement n'a pas coûté un copec au trust. L'avancement d'Aglaïa a coûté 25 millions et continue d'en coûter. Aglaïa cacha son visage dans ses mains. Ce n'était pas un jeu, juste le mouvement d'une personne qui n'a plus la force de tenir sa tête. Cet argent était pour nous tous, murmura-t-elle à travers ses doigts. Maman a dit que les dépenses pouvaient être flexibles. Elles ont été assez flexibles pour couvrir les pertes de ton business, mais pas assez pour m'acheter un seul manuel. Le visage de Tamara se couvrit de plaques rouges. Ses mains se pressèrent sur la table, copiant la pose de Gleb. Pour la première fois de la soirée, ils semblaient unis. Tu n'as aucun droit de fouiller dans ces documents. Ce sont des registres publics, maman. Le trust rend des comptes au fisc. N'importe qui peut les consulter. Cette réunion ne devait pas être à ce sujet. Non, elle devait être à propos du chèque que j'allais signer. Comme ça a toujours été le cas, sauf qu'aujourd'hui, il y a plus de 0. Je me tournai vers mon père. Il était assis immobile, comme il l'avait fait lors de chaque dispute dans cette maison, main sur la table, bouche close, yeux au sol. La pose d'un homme qui, pendant 30 ans, avait choisi le silence plutôt que la vérité et appelait cela la paix. Je sortis du sac le cahier vert et le posai devant lui. Je l'ouvris à la première page. Son écriture, pour Yolanta, qui voit les choses différemment. Tu m'as donné ça à 12 ans, dis-je.
Tu m'emmenais dans ce restaurant de pelmeni chaque samedi pendant 3 ans et tu m'apprenais à coder sur ton vieux Toshiba. Tu commandais des pelmeni et tu n'as jamais expliqué pourquoi tu faisais ça. Tu étais juste là. Ma voix devint plus douce. Chaque équation ici est le fondement d'un algorithme à 5 milliards. Tu as planté cette graine. Tu es la raison pour laquelle j'ai pu créer quoi que ce soit. La tête de Gleb s'abaissa encore plus. Ses mains se mirent à trembler, ce même tremblement que j'avais ressenti sur le carrelage de la salle de bain. Mais tu n'en as jamais parlé devant elle. Je regardais Tamara, puis lui. Pas une fois. Tu m'as donné une langue secrète et tu as fait semblant de ne pas la comprendre. Tu m'as appris à construire dans le noir et tu t'es tu pendant qu'elle disait à tout le monde que j'étais limité. Je sais, dit mon père. 2 mots. Sa voix se brisa. Le son d'une poutre qui cède enfin sous un poids insupportable. Aglaïa regarda le cahier. Je n'étais pas au courant, dit-elle. C'était la première phrase de la soirée qui n'avait pas été écrite par notre mère. La pièce se figea. L'horloge battait. Aglaïa releva la tête et regarda mon père, puis moi. Dans son regard, il y avait une reconnaissance comme si elle me voyait pour la première fois, ou se voyait elle-même pour la première fois, et ne savait pas ce qui l'effrayait le plus. Tamara s'empara de son business plan, comme si la proximité physique avec lui pouvait restaurer la structure de la réunion. Nous discuterons du trust plus tard. L'essentiel est qu'Aglaïa a besoin d'aide maintenant, et tu peux l'aider. C'est ce que fait une famille. Une famille vient aussi aux remises de diplômes, dis-je. Une famille appelle aussi pour les anniversaires. Une famille accroche aussi des photos au mur. Le silence qui suivit fut le bruit le plus fort que j'ai jamais entendu dans cette salle à manger. Tamara me regardait avec une expression que je ne pouvais décoder, quelque chose entre la fureur et l'ombre légère de ce qui aurait pu être de la honte, bien que je n'aurais pas parié un rouble là, dessus. Je fermai le cahier, rangeai le NDA dans ma pochette, laissant le business plan intact. Je ne vais pas investir dans la firme d'Aglaïa, dis-je. Je ne vais pas financer votre image de famille idéale. Vous avez fait semblant que je n'existais pas pendant 10 ans. Puis un article est paru, et je vaux soudain un coup de téléphone et un rôti. Si l'un d'entre vous veut une relation avec moi, une vraie, vous savez où me trouver. Mais ça commence par de l'honnêteté, pas par des propositions d'investissement. Je me levai, pris mon sac, laissant le mortier sur la table à côté du cahier et du rôti refroidi. Vous pouvez le garder, dis-je en regardant la toque. Je n'en ai plus besoin. Personne ne me suivit à la porte. En partant, je croisai une dernière fois le mur de photos. Le diplôme d'Aglaïa, le mariage, la médaille. Et tout en bas, près de la plainte, je remarquai une trace rectangulaire sur la peinture un peu plus claire que le reste du mur. L'emplacement où une petite branche avait autrefois été accrochée et retirée. Je ne savais pas ce qu'il y avait là. Je n'ai pas demandé. La porte se referma derrière moi avec un déclic feutré, pas un claquement. Je rejoignis la voiture dans le noir. L'air de Nijni était humide et lourd. Sur le perron, la lumière brûlait, projetant un cercle jaune sur les marches, et derrière la porte close, l'horloge battait toujours, comptant le temps dans une maison où il s'écoulait différemment pour chacun. Pour Aglaïa, le temps accéléré des réussites. Pour moi, le temps lent des salles d'attente, des places vides et du silence accumulé comme les intérêts d'une dette que personne ne reconnaissait. Je conduisais sans musique, vitres baissées. L'humidité s'infiltrait dans l'habitacle et s'asseyait sur le siège passager, là où la toque se trouvait le matin même. Le volant était solide sous mes doigts. Les mains à 10h dit, mon père m'avait appris ainsi sur un parking quand j'avais 15 ans. Sa voix était calme, main à 10h dit, les yeux sur la route, et si quelqu'un te fait une queue de poisson, laisse-le passer. J'avais toujours su laisser passer dans les embouteillages. Pour le reste, il m'avait fallu des décennies pour l'apprendre. Le téléphone vibra sur la console. Un numéro inconnu de Nijni. Je ne répondis pas. Le cahier vert était maintenant sur le siège à côté de moi. Le plan de table de ma vie changeait constamment, et c'était maintenant moi qui décidais de qui ou de quoi siégeait à mes côtés. Le téléphone vibra encore 2 fois avant que je n'atteigne l'autoroute. Je laissais les appels aller sur la messagerie. Tout ce qu'ils voulaient dire pouvait attendre. C'était la leçon de la dyslexie, toutes les données ne doivent pas être traitées à la vitesse où elles arrivent. Certaines informations sont mieux étudiées de manière asynchrone. Quelque part hors de la ville, les lampadaires se firent rares, la route s'ouvrit, et le ciel devint ce qu'il est, large, profond, généreux d'une lumière qui met des millions d'années à nous parvenir. Je conduisais comme je codais, avec des lignes claires, en coupant le superflu, en ne gardant que ce qui est structurellement nécessaire. L'autoroute s'étirait devant moi, et derrière, Nijni Novgorod devenait une lueur à l'horizon. Mais cette fois, dans le rétroviseur, il y avait une ville où j'avais été honnête. Et cela changeait toute la géométrie de mon départ. 4 mois plus tard, mon bureau à Saint-Pétersbourg sentait toujours la moquette neuve et la machine à expresso que Vlada m'avait obligé à acheter, affirmant que le café soluble était une insulte à la conscience. J'avais embauché 3 ingénieurs, des gens calmes, précis, qui exprimaient leur sympathie en corrigeant les bugs des autres sans qu'on le leur demande. Nous travaillions dans un ancien entrepôt sur le canal Obvodny, là où les plafonds étaient assez hauts pour réfléchir, et le clapotis de la pluie sur les vitres sonnait comme dans mon vieil appartement, sauf que maintenant,
C'était la musique de fond de quelque chose que j'avais bâti avec d'autres gens. Sur le mur derrière mon bureau, j'avais encadré la première page du cahier vert. Pas tout le cahier, juste la page avec l'inscription de mon père et mon schéma d'enfant. Les visiteurs demandaient parfois ce que c'était. Je répondais que c'était le premier brouillon de la vérité. La firme d'Aglaya ferma 2 mois après ce dîner. Elle m'appela quand cela arriva, et je me préparais intérieurement au scénario habituel, colère, demande ou silence pesant. Au lieu de cela, elle me demanda comment j'avais appris à coder. C'est papa qui m'a appris, dis-je. Le samedi matin dans le resto de Pelmeny. Il ne m'en a jamais parlé. Il n'en parlait à personne. C'était tout le sens de la chose. Nous parlâmes 20 minutes. Ce fut maladroit, avec de longues pauses. Elle me dit qu'elle travaillait pour une fondation caritative, écrivant des demandes de subventions pour des programmes éducatifs. Elle dit qu'elle aimait le fait que cela n'ait aucun rapport avec les attentes des parents. Je répondis que c'était un bon début. Elle rit un son court et surpris. Depuis, nous nous étions appelés 3 fois. Pas une amitié, pas encore, et peut être jamais. Mais c'était quelque chose de nouveau, de moins fardé qu'avant. 3 appels sans scénario. 3 conversations où personne ne jouait pour Tamara. La dernière fois, elle m'a parlé d'un programme de lutte contre l'analphabétisme dans les écoles rurales. Elle marqua une pause et ajouta « Je pense tout le temps à toi. À quel point l'école a dû être dure pour toi alors que personne ne comprenait que tu étais dyslexique. » C'était la première fois qu'un membre de ma famille prononçait ce mot. Je répondis quelque chose de neutre, mais le mot me réchauffa pendant plusieurs jours. C'était une petite reconnaissance tardive, venue d'où je ne l'attendais pas. Certains systèmes ont besoin de temps pour se stabiliser avant de pouvoir être optimisés. Début février, un colis arriva au bureau. Sans adresse d'expéditeur, mais l'écriture sur l'étiquette était celle de mon père. Ces mêmes lettres menues. À l'intérieur, enveloppée dans un vieux numéro de La Vérité de Nijni, se trouvait une photographie que je n'avais jamais vue. Gleb et moi, assis dans ce resto de Pelmeny. J'ai 13 ans sur la photo, les cheveux en queue de cheval, les yeux fixés sur l'écran du portable, la bouche entrouverte, je faisais toujours ça quand je me concentrais. Il est penché sur mon épaule, pointant quelque chose sur l'écran, son autre main serrant un mug. Nous sommes tous les deux dans le même monde. Au verso, au crayon presque effacé, samedi. À en juger par le pli au milieu, il l'avait porté dans son portefeuille. Des années de pliage et de dépliage. Le papier était devenu souple aux jointures, s'était aminci sur les coins où il s'écrasait contre les cartes et les reçus. Le genre d'usure qui n'arrive qu'aux objets que l'on porte partout avec soi sans les montrer à personne. Un archive personnel, un fichier compressé qu'il n'avait jamais transmis, mais jamais effacé. Pas de note, juste la photo et le cachet de la poste de Nijni Novgorod. Je restai longtemps à mon bureau après l'avoir ouverte. Mon café refroidissait une constante si stable qu'elle pourrait être un trait de caractère. Les ingénieurs dans la pièce d'à côté discutaient calmement de l'indexation des bases de données. Le son de gens construisant quelque chose ensemble, et le contraste entre ce bruit et le silence sur la photographie était quelque chose que je pouvais tenir entre mes mains sans pouvoir tout à fait le saisir. Tamara, vers la même époque, avait posté sur Facebook une image avec une citation sur le fait de « respecter le chemin de chacun ». Ni appel, ni lettre. Tante Katia avait liké, Vlada m'envoya une capture d'écran sans commentaire, juste avec un point à la fin, sa façon de tout dire et rien à la fois. Sur le mur du couloir des parents, selon une connaissance, il y avait maintenant un nouveau cadre petit, presque au ras du sol. Elle ne s'était pas approchée pour regarder. Moi non plus. Et la question de savoir si mon visage y figurait ou un énième diplôme d'Aglaya, je décidai de la laisser sans réponse. Le mortier pendait à un crochet près de ma porte d'entrée, à côté de mon imperméable et d'un parapluie que je n'avais pas ouvert depuis 2 ans. Pas un trophée, pas un symbole, juste un chapeau que j'avais fini par porter. Le gland se balançait quand je le frôlais le matin, comptant le temps dans une langue que moi seul comprenais. Je tenais la photo de mon père sur mon bureau par un mardi tranquille, tandis que les serveurs ronronnaient et que la pluie travaillait sur les vitres. La fêlure au milieu de la photo séparait son épaule de la mienne, une fracture nette au centre du cadre. Je passais mon pouce sur le pli, sentant la texture des années compressées dans le papier. Une partie de moi attendait toujours. Chaque fois que le téléphone vibrait, il y avait une fraction de seconde où le signal atteignait mon cerveau avant que le traitement rationnel ne s'enclenche. Et dans cette fraction de seconde, j'espérais que c'était ma mère qui appelait pour dire quelque chose de vrai. Pas la version Facebook de la fierté, pas la voix de l'hôtesse de maison, juste mon nom sans demande attachée. Un salut signifiant « Je te vois » et non « J'ai besoin de toi ». Je ne pense pas que ce réflexe disparaîtra jamais. On apprend à vivre à l'intérieur de cette fraction de seconde. On enregistre le signal d'entrée, on rejette le faux modèle. On continue l'exécution du programme. Ce que j'ai bâti n'a jamais été une question d'argent. Bien que l'argent soit réel et que les relevés de compte soient la preuve que la compétence a une valeur marchande, même quand votre famille ne vous en attribue aucune. Ce que j'ai bâti était un langage. Quand la langue que tout le monde utilisait me trahissait, quand les lettres sur les pages s'embrouillaient et que ma bouche ne pouvait pas suivre la vitesse de mes pensées,
j'ai trouvé un autre système. Un système où la précision est possible. Où l'on peut prendre le chaos de données non structurées, en extraire l'essence, couper le bruit et compresser cela en quelque chose de propre, fonctionnel et vrai. Le code restait là où je le mettais. Il exécutait ce que j'ordonnais. Et quand il cassait, les messages d'erreur me disaient exactement où était la panne et pourquoi, ce qui était plus que ce que n'importe qui n'avait jamais fait pour moi dans cette salle à manger. Mon père m'a donné le cahier. Ma mère m'a donné une raison de le remplir. Aucun d'eux n'avait l'intention de créer ce qui en est sorti. Une personne capable de s'asseoir à leur table, de porter la toque qu'ils n'étaient pas venus voir, et de dire la vérité sans avoir besoin de leur accord. Le don et la blessure sont venus de la même maison, par le même couloir, devant ce même mur qui n'avait jamais affiché mon visage. Est-ce que Gleb a fini par accrocher cette photographie dans le couloir? La question reste ouverte. Est-ce que la réponse a de l'importance? C'est une autre incertitude que l'on apprend à porter, comme une clé d'une porte que l'on ouvrira peu, être jamais. Certaines questions sont plus utiles dans le processus même de questionnement que dans l'obtention de la réponse. Une porte entr'ouverte laisse passer plus de lumière qu'une porte grande ouverte. Je posais la photo sur la table à côté du cadre. Deux choses que mon père m'a données, l'une avec des mots, l'autre sans. Toutes deux portaient le même message dans des formats de compression différents. Sur mon ordinateur, il y avait un nouvel ensemble de données, une nouvelle tâche, une nouvelle architecture attendant d'être bâtie de zéro. Le curseur clignotait sur l'écran vide, patient et non pressé, ne demandant rien d'autre que ce que j'étais prêt à lui donner. Et je commençais à coder.